Bonjour à tous. On va commencer. Alors, on commence. Imen, vous êtes prête? Alors, bonjour à tous. Mon nom est Julie Daigle. Je suis directrice du créneau d'excellence Québec Nutri de la capitale nationale. Et donc, bienvenue à notre webinaire. Merci d'avoir répondu à notre invitation en si grand nombre. Avant de commencer, je vous invite à fermer vos caméras puis vos micros pour toute la durée de la présentation, s'il vous plaît. Fait que, merci. Ce webinaire a été rendu possible grâce aux 4 créneaux d'excellence du secteur bioalimentaire du Québec, soit AgroBoréal au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Ressources, sciences et technologies marines des régions du Québec maritime, Transforma Action de la Montérégie, Québec Nutri de la capitale nationale, et aussi Québec International, qui est l'agence de développement économique intégré de la capitale nationale. Puis, sans son appui, sans relâche auprès des entreprises et des créneaux, alors démontre son grand leadership encore une fois. Alors, merci pour cette belle collaboration. L'objectif de la conférence est d'adresser les principales questions que peuvent avoir les transformateurs alimentaires, mais aussi certains acteurs de la chaîne d'approvisionnement pour pouvoir mieux s'organiser, planifier votre gestion de crise de façon proactive et responsable. Vous comprendrez que la présentation n'est que 40 minutes. Puis c'est ce vœu pour toutes les entreprises de toute taille. Donc, on ne pourra pas répondre à toutes vos questions. Mais suivant la conférence, il va y avoir une période de 20 minutes de questions. Et puis, tout au long de la présentation, je vous invite à poser vos questions via le chat. À la fin de la présentation, je vais reprendre parole pour poser vos questions en direct. Comme je vous dis, c'est évident qu'on n'aura pas la chance de répondre à toutes vos questions, mais le webinaire va rester après, même après la conférence et la période de questions pour que vous puissiez écrire vos interrogations, puis on va produire un document puis on va le mettre en ligne en même temps que la conférence qui est présentement enregistrée. Alors, sans plus tarder, je vous présente la conférencière, Madame Imen Bentabet, qui est gestionnaire principale chez NSF International. Elle a obtenu une maîtrise et puis un doctorat en sciences alimentaires. Elle a également plus de 15 ans d'expérience en agroalimentaire. Elle accompagne plusieurs intervenants de la chaîne au Québec pour se conformer aux normes reconnues et à divers règlements en lien avec la sécurité et la défense alimentaire. Je veux également vous mentionner qu'actuellement, en ligne, il y a 7 responsables présents sur l'appel, sur le webinaire de NSF International au Québec, mais aussi en France et en Belgique, qui pourront répondre lors de la période de questions puis intervenir pour mieux répondre à vos questions. On sait que la crise a frappé ailleurs avant chez nous, puis l'idée ici, c'est d'apprendre de leur expérience, d'apprendre de d'autres pays. Comme je vous dis, posez vos questions par chat, sans lever la main, tout au long, sans gêne. Les questions ne seront pas incluses dans l'enregistrement. Alors, Madame Bentabet, je vous invite à commencer votre présentation. Merci. Je remercie aussi mes collègues et nos experts de NSF qui ont pu se libérer et se joindre à nous durant ce webinaire. Donc, le sujet aujourd'hui de ce webinaire, c'est l'industrie alimentaire face au COVID-19. Quelles sont les répercussions actuelles et futures? Cette présentation a pour but de proposer des axes d'atténuation et de gestion de cette crise pour l'industrie alimentaire, plus précisément pour les transformateurs alimentaires, pour tout simplement assurer une continuation, une continuité de vos opérations, tout en offrant et en maintenant la salubrité des aliments et la qualité des aliments aux consommateurs.
Tout au long de cette présentation, on suivra le plan suivant. On commencera par une introduction générale, puis on traitera ces 3 questions en fait. Comment gérer la chaîne d'approvisionnement dans des conditions extrêmes? Comment protéger les employés et assurer la continuité des opérations? Et dans tout ça, comment maintenir la confiance des clients dans le contexte d'une pandémie? On finira par une brève conclusion. Donc, je voudrais rappeler en introduction que le COVID-19, c'est une crise mondiale actuellement avec des répercussions économiques dont l'étendue est inconnue pour le moment. Mais avant tout, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une crise humanitaire. La protection des employés, donc des consommateurs de notre population, reste la priorité. Donc, la première question que je pense toutes les entreprises alimentaires actuellement se posent, c'est comment on va gérer notre chaîne d'approvisionnement dans des conditions aussi extrêmes. C'est sûr que ce n'est pas évident parce que on ne sait pas, il y a beaucoup d'éléments qui nous manquent et surtout 2 choses qu'il faut surveiller. C'est la durée et l'ampleur de la crise que nous vivons. Et c'est sûr que dans ces conditions-là, d'incertitude et d'inconnu, il est difficile de planifier, d'avoir un plan de gestion tout prêt, tout clair. Il faut s'adapter, il faut suivre les événements et selon aussi vos réalités, petites compagnies, grandes compagnies, le type de vos produits alimentaires, s'ajuster au mieux pour assurer la continuité de vos opérations. Les 2 facteurs qui pourraient vraiment influer actuellement, c'est l'évolution imprévisible de la pandémie, notamment l'aspect saisonnier. On pensait tout au début que ça pourrait peut-être disparaître avec le printemps ou été-printemps. Actuellement, on doute plus par rapport à ça, c'est plus sûr, puisqu'on voit que ça se propage dans d'autres pays qui ont un climat assez chaud, notamment en Afrique. L'Europe aussi, cette année, ils ont eu quand même des hivers assez doux. Donc, il se peut que ça se propage dans la saison du printemps et l'été. Et ça va affecter, ça va avoir des conséquences sur la chaîne d'approvisionnement, notamment la prolongation de l'impact de la pandémie sur la chaîne d'approvisionnement alimentaire, l'impact aussi sur les industries qui sont saisonnières. Notamment, on pense aux compagnies, par exemple, de transformation des fruits et légumes et aussi la pêche, la transformation des produits de la mer. Ils ont juste cette saison-là qui est où leurs principales activités se produisent. La demande aussi, on va s'attendre que peut-être il y aurait une réduction de la consommation avec toutes les mesures de confinement et de distanciation sociale qu'on vit partout dans le monde. Le deuxième élément, c'est la dynamique de l'épidémie. On a une bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que actuellement, ce qu'on est en train de voir dans les pays où la pandémie a débuté, donc dans la Chine, en Corée du Sud, actuellement, la situation elle est assez stable. Ils reprennent un peu leur activité. Cependant, on ne sait pas trop s'il y aura d'autres vagues parce que les gens, peut-être la population n'est pas totalement immunisée suite aux mesures de confinement. Et donc, il se peut très bien qu'on ait d'autres vagues. Et si ça va se produire, et on espère que non, il va y avoir aussi des conséquences par rapport à la chaîne d'approvisionnement, surtout pour les compagnies qui s'approvisionnent de ces pays-là. Et aussi partout dans le monde, après tous les autres pays aussi qui vivent maintenant, ou peu après, est-ce qu'on va avoir des vagues ou pas, on ne sait pas trop. Et donc, il peut y avoir un ralentissement de la chaîne d'approvisionnement jusqu'en automne 2020 de ces pays-là, et puis un impact économique mondial pouvant aller jusqu'à 2021. Ce que je voudrais mentionner, c'est qu'il n'y a aucun plan de gestion de crise prédéfini qui peut être vraiment appliqué ou
dans ces conditions-là. Et je sais que la majorité de nos... Pardon, Madame Bentabet, excusez-moi de vous interrompre. Je voulais juste être certaine qu'on vous entend bien. Il y a plusieurs dans le chat qui disent qu'on vous entend mal, le son est mauvais. Est-ce que c'est possible d'ajuster le micro pour faire sûr qu'on vous entend bien? S'il vous plaît, merci. Oui, je vais essayer. Est-ce que pour le moment, vous m'entendez mieux? C'est un peu mieux. S'il vous plaît, juste signifier par le chat si ça va mieux pour tout le monde, si vous avez des... comme ça, on va faire sûr que... Ouais. Parfait. Alors, si ça va, on continue. Merci. OK, merci. Alors, comme je le disais, la majorité de nos industries de transformation alimentaire, surtout celles qui suivent des normes reconnues comme le GFSI ou celles qui suivent des exigences de certains grands détaillants, ils ont déjà un plan de continuité. Par contre, je sais de par mon expérience qu'on n'a jamais imaginé une telle crise. Et donc, le plan de gestion de crise qui est existant, il va vous aider, c'est un pilier, mais il faut redéfinir certains éléments, le réadapter à fur et à mesure de l'évolution de la crise. Le responsable décideur, donc, ou le responsable de la cellule de crise que vous avez formée, il doit s'appuyer sur une équipe de gestion de crise composée de membres de différentes divisions. Habituellement, la gestion de crise, l'équipe de gestion de crise, de ce que j'ai vu auparavant dans le passé, habituellement, pas forcément, elle va contenir des gens, par exemple, des ressources humaines. Alors que là, on a vraiment besoin des gens de ressources humaines, des gens de la production, des gens des achats, de la vente, et bien sûr l'équipe de sécurité alimentaire, parce qu'elle va jouer un rôle primordial dans la mise en place des mesures préventives, notamment les bonnes pratiques d'hygiène et la formation des employés. Et même ce responsable décideur, donc aussi, il n'a jamais vécu une telle crise. Il a besoin de cette équipe-là pour aussi prendre les meilleures décisions possibles suite à l'évolution aussi rapide de la pandémie. Nous conseillons de désigner une personne de référence pour se tenir au courant des développements de la situation, des meilleures pratiques, des résultats que vous allez obtenir à fur et à mesure. Si possible, pour les moyennes grandes compagnies, d'avoir une ressource qui pourrait être affectée aux questions liées aux ressources humaines et une autre au risque opérationnel, donc tout ce qui est aspect technique. Et la personne de référence, à ce moment-là, elle devient comme le canal de toutes les informations, ce qui permet d'optimiser l'efficacité de la communication, parce que tous les jours, il va y avoir de nouvelles choses qui vont se produire d'une manière très rapide. Il faut maintenir une communication continue, donc il faut se réunir souvent, cette équipe de gestion de crise, non pas une fois par semaine, c'est à fur et à mesure de la crise, communiquer en continu et fréquemment pour aussi pouvoir rapidement prendre des décisions suite, par exemple, à des actions mises en place et qui sont avérées non efficaces. La communication au sein de l'équipe de gestion de crise, mais aussi la communication, donc communication interne, mais aussi communication externe avec les parties intéressées, notamment les fournisseurs de matières premières. Il faudra établir une communication continue, transparente, sur les risques de rupture de stock ou de diminution de votre demande d'approvisionnement, aviser vos fournisseurs à temps. Donc, il faut avoir une communication dans les deux sens. Communiquer aussi avec vos fournisseurs existants de services essentiels. Je sais qu'il y a certaines industries qui utilisent, par exemple, des fournisseurs de services par rapport au nettoyage. Et les employés de ce fournisseur, ils peuvent être présents tout au long de la journée,
le soir pour nettoyer tous vos locaux. Assurez-vous de ces fournisseurs-là qui peuvent toujours fournir une continuité de service parce que s'ils ne le peuvent pas, ça va affecter votre continuité de service aussi. Assurez-vous des fournisseurs ou des sous-traitants, des fabricants sous-traitants. Si vous avez une étape de votre procédé qui est sous-traitée, assurez-vous que ce fournisseur de services aussi peut continuer à vous aider et à vous. Est-ce qu'il a mis déjà toutes les choses en place? Est-ce qu'il peut vous garantir la continuité de service? Et une communication continue parce que il se peut très bien qu'au début de cette pandémie, tout va bien, vous avez des lettres de garantie et tout ça, mais à fur et à mesure, des événements se produisent et pour ne pas être surpris, donc on communique avec nos fournisseurs. Il faudra se préparer à une liste de fournisseurs d'urgence, une liste de fournisseurs temporaires d'urgence. Alors, à ce moment-là, il faut s'assurer de suivre vos procédures. La majorité de nos compagnies ont des procédures dans la gestion des fournisseurs, dans la qualification des fournisseurs de matières premières et aussi de produits d'emballage. Dans ces situations d'urgence, préparez-vous à une liste de fournisseurs. Demandez rapidement les fiches de spécification, les garanties, tout ce que vos procédures demandent et faites attention à l'approvisionnement aussi en cette période-là, vu qu'il y a une pression dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est sûr qu'il y aurait le risque de contamination intentionnelle est plus élevé. Donc, faites attention à la fraude. Il faut bien gérer les stocks durant cette période-là, ça c'est sûr. Plus particulièrement aux intrants critiques. Quand je dis intrants critiques, ça peut être des ingrédients qui sont importés de pays que là, il y a la flambée de pandémie ou des intrants qu'on n'a pas beaucoup en stock ou bien d'ingrédients qui entrent dans toutes les formulations ou bien d'intrants que habituellement on avait plus besoin parce que vous observez un changement dans la demande. Par exemple, si habituellement vous faites 40% de votre production pour les détaillants et le reste pour l'hôtellerie et les autres institutions, et que maintenant, vu que tout le reste est fermé et que vous fournissez principalement aux détaillants, il se peut très bien que ces détaillants-là demandent de nouveau des produits. Vous allez augmenter votre production par rapport à certains de leurs produits et donc prévoir les emballages d'autres formats et d'autres ingrédients que le stock ne suffirait pas. La gestion des stocks aussi des produits non alimentaires. Bon, les produits de nettoyage, ça c'est sûr, pour la désinfection aussi des mains, mais aussi les équipements de protection pour les employés, comme les gants. Donc, assurez-vous d'avoir tout prêt. Posez-vous la question s'il y a moyen de s'approvisionner localement pour certains intrants. Ça présenterait plusieurs avantages pour vous. Premièrement, ça peut vous pouvez avoir un coût moins élevé parce que les frais de transport vont être moins élevés. Si vous avez l'habitude d'avoir certains ingrédients achetés de la Chine parce qu'ils sont moins chers, peut-être que avec les frais de transport actuels qui vont peut-être augmenter, etc., avec la crise, le coût total est moins élevé. La livraison, elle va être plus rapide et puis vous allez aider nos autres compagnies locales et vous allez sauver des emplois. Si vous achetez aussi local, vous allez avoir moins d'intervenants dans la chaîne d'approvisionnement et donc, par conséquent, vous limitez le risque d'avoir une contamination intentionnelle. Bien sûr, durant cette période-là aussi, il faut bien examiner et bien gérer adéquatement la demande de vos clients
évaluer surtout aussi vos capacités opérationnelles à fur et à mesure de la crise. C'est sûr que vos ressources, peut-être, ils vont changer, notamment les ressources humaines. Prioriser peut-être certains produits dépendamment de plusieurs paramètres. Les procédés de fabrication, par exemple, plus automatisés, la disponibilité des stocks, la formulation des produits, la demande aussi des clients, bien sûr. S'il faut arrêter temporairement une ligne de production pour optimiser les opérations et les coûts de revient, faites-le. S'inspirer aussi pour les compagnies multinationales, s'inspirer d'autres sites dans d'autres pays qui ont passé avant nous cette crise, ou tout simplement avec aussi vos fournisseurs ailleurs qu'au Canada. Prendre en considération aussi donc, les risques en lien avec l'aspect logistique. C'est sûr que les coûts ils vont être plus élevés peut-être pour le transport aérien, les délais de livraison prolongés. Donc, quand vous allez planifier vos opérations, il faut prendre en considération tous ces éléments-là. Alors, planifier et assurer l'approvisionnement, c'est important, mais aussi avoir les ressources humaines pour la transformation. Et ça, c'est votre grand challenge, je pense, au cours de cette crise. Alors, il y a des responsabilités à rappeler que devant l'ampleur de cette pandémie, tous les employeurs, y compris ceux de l'industrie alimentaire, ont la responsabilité de mettre toutes les mesures requises afin de protéger la santé des employés et des citoyens, de toute notre population. Et les employés ont la responsabilité de se protéger aussi, de respecter les politiques que vous allez mettre en place et d'aviser leurs responsables de tout changement, surtout de leur état de santé. À fur et à mesure, je pense, de la pandémie qui frappe à nos portes, on va avoir un taux d'absentéisme qui suivra l'évolution de la pandémie. Je pense que vous vivez déjà un certain pourcentage d'absentéisme par rapport à la garde des enfants, par exemple. Il y a certains de vos employés qui travaillent déjà plus sur site, qui sont à distance, mais à fur et à mesure de l'évolution de la pandémie, il va y avoir des employés malades. Il va y avoir aussi des employés qui vont s'absenter pour s'occuper d'un proche malade. Il va y avoir aussi des employés qui pensent entrer en contact avec un cas confirmé et qui préfèrent s'isoler, qu'il faut aussi s'isoler. Et aussi, il va y avoir des employés que tout simplement, ils ont peur, ils sont angoissés. C'est sûr qu'avec les médias, on va avoir chaque jour le nombre de cas confirmés, le nombre de décès, etc. Et donc, ça, c'est normal en même temps qu'il y a cette angoisse-là. Pour réduire cette angoisse, si vous offrez à vos employés un environnement sécuritaire et que vous mettez toutes les mesures de prévention pour qu'ils ne soient pas contaminés, ben, je pense que l'anxiété des employés va diminuer, que ça va peut-être réduire le taux d'absentéisme. Le maintien aussi d'une communication transversale, interne entre dirigeants et employés est primordial durant cette crise pour instaurer un environnement de confiance et de transparence dans les deux sens. Il est essentiel aussi de fournir une formation spécifique. Les gens de la qualité qui m'écoutent, ils sont très habitués aux formations aux bonnes pratiques d'hygiène, les formations techniques, mais là, il faut vraiment former les gens, donner une formation spécifique, mais utilisez toujours vos procédures, disons entre guillemets, les bonnes pratiques de formation. Donc, formez les employés dans leur langue comprise, assurez-vous qu'ils ont bien compris que la formation elle est efficace. Après la formation, surveillez. Alors, la formation sur le COVID-19, elle doit expliquer au minimum le mécanisme de transfert du virus, le comportement à avoir lors des opérations, quand clairement ne pas se présenter sur site. Aussi pour les gens qui vont nettoyer, il faut qu'ils aient une bonne formation. Et la formation aussi, si vous allez par exemple donner des masques à vos employés, formez-les à comment gérer ces masques-là, comment les mettre, comment les enlever,
comment les jeter, où les jeter, quand est-ce que les changer. Donc, tout ce qui est en lien avec les directives que vous allez mettre en place. Alors, par rapport aux bonnes pratiques d'hygiène, c'est sûr aussi que les gens de la qualité, ils ont de très bonnes connaissances par rapport aux bonnes pratiques qui sont habituellement de toute façon instaurées dans les industries alimentaires et ils sont déjà un bon pilier pour prévenir une propagation du virus. Mais ils ne sont pas suffisants. Il faut d'autres mesures supplémentaires. Les mesures qui doivent être mises en place, ils doivent répondre aux risques identifiés pour un site donné et tout en tenant compte des connaissances scientifiques par rapport à ce type de virus, notamment les mécanismes de transfert. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le transfert de ce virus-là, ce transfert de humain à humain, donc d'une personne qui est malade par des gouttelettes lors de l'éternuement, le toucher. Et il y a des recherches, c'est à confirmer, mais maintenant c'est possible, on dit que c'est possible qu'il y ait de la transmission par une personne asymptomatique, donc elle ne présente pas de symptômes. Les mesures supplémentaires par rapport à ça, c'est espacer les employés si vous pouvez, minimum 1 mètre. Ça peut être un challenge pour plusieurs d'entre vous, je comprends, mais c'est le meilleur moyen d'éviter le contact et d'être contaminé. Réduire le nombre des employés dans certaines zones. Le lavage, bien sûr, le lavage fréquent des mains. Espacer les périodes des pauses, restreindre aussi le nombre d'employés dans les zones du personnel, comme les cafétérias, les vestiaires et les zones de production aussi. Surtout, il faut que les employés évitent de toucher la bouche, le nez, les yeux avant de se laver les mains. Limiter la présence de visiteurs, je pense que tout le monde l'a mis en place, mais essayer de poser les bonnes questions aux visiteurs qui sont essentielles, pas seulement s'enregistrer sur le registre de visiteurs ou est-ce que vous avez de la fièvre ou pas, mais poser toutes les questions. Est-ce que vous avez été en contact? Pensez-vous avoir été en contact? Est-ce que vous revenez d'un pays où il y a contamination, etc. Donc, poser toutes les questions pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque de propagation, de risque de contamination par ces visiteurs-là. Mettre en place aussi des politiques claires, comprises, surveiller les symptômes. Alors, il y a certaines compagnies qui contrôlent la température de tous les employés. Vous pouvez aussi surveiller tout simplement les comportements, s'il y a certains employés qui toussent, si certains employés ont des difficultés respiratoires. Et former aussi les employés, les aviser par rapport aux gestes barrières. Donc, s'ils vont éternuer ou quelque chose comme ça, par exemple, utiliser le coude, etc. Alors, le deuxième mécanisme de transfert, c'est humain-surface. Donc, par exemple, une personne qui est contaminée par le virus et qui va éternuer ou quelque chose comme ça sur les surfaces. Au début, on avait l'information que ça peut, le virus, il reste viable à peu près 3 heures, mais là, il y a de nouvelles recherches qui disent que ça peut rester jusqu'à 72 heures sur le plastique, l'acier inoxydable, le carton 24 heures. En moyenne, ça reste viable 13 heures sur de l'acier, 16 heures sur le polypropylène. Donc, je pense que dans les prochaines semaines, on va avoir plus de données scientifiques aussi par rapport à ça, qui peuvent nous aider mieux à comprendre comment ça se comporte ce virus par rapport aux surfaces. Et quand on dit surface, c'est le nettoyage, c'est sûr, on doit revoir, réanalyser les dangers et revoir notre programme de nettoyage et d'assainissement des surfaces dans et en dehors des zones de production. Habituellement, ce qu'on fait, on fait attention aux surfaces en contact avec l'aliment. Mais là, il faut faire attention aussi
aux surfaces qui sont surtout le plus touchées par tout le monde. Donc, par exemple, à titre d'exemple, je peux dire les poignées des portes, les écrans, les ordinateurs, les panneaux de contrôle, les interrupteurs, les distributeurs qui se trouvent dans les cafétérias, les tables, les chaises, le téléphone, des ustensiles, les micro-ondes. Donc, tout ça à nettoyer plus fréquemment, à désinfecter plus fréquemment. Aussi, les vêtements de travail. Les vêtements de travail, donc, il y en a certaines compagnies qui nettoient, qui lavent les vêtements de travail sur site. Essayez de changer plus fréquemment les vêtements de travail. Et aussi laver plus fréquemment et à la plus haute température que le tissu peut supporter. Quand un employé il tombe malade sur site, n'oubliez pas ses vêtements de travail. Sur site ou qu'il s'est absenté et qu'il n'a pas mis, par exemple, il a laissé par exemple sa blouse accrochée ou quelque chose comme ça, il faut bien les prendre, tous ces vêtements, les mettre les laver à température très élevée, c'est sûr. S'il y a des choses à jeter, il faut les jeter d'une manière sécuritaire dans des sacs plastiques fermés, etc. Et bien sûr, les personnes qui vont faire ça, ils doivent être bien protégées. Évitez aussi le partage d'instruments au mieux que vous pouvez, comme les stylos entre collègues. Je répète quelque chose, les personnes qui sont désignées pour le nettoyage opérationnel, en cas où, par exemple, un employé tombe malade sur site, ces personnes-là, pour nettoyer les surfaces qui sont potentiellement contaminées, ils doivent être bien protégés. Il faut leur dire de se laver les mains bien. Et le minimum de protection, c'est sûr, c'est les gants, une blouse de nettoyage. Si vous avez un cas de COVID-19, suite à un nettoyage par rapport à ça, prendre toutes les précautions en fait. Le dernier mécanisme de transfert, c'est humain-aliment. Donc, un être humain qui est malade ou un employé qui est malade dans votre cas, qui tousse ou éternue sur un aliment. Donc là, qu'est-ce qui se passe? D'après le FDA, le coronavirus se propage de plus de personne à personne par les gouttelettes respiratoires. Et actuellement, il n'y a pas de preuve de la transmission de COVID-19 par l'alimentation. Donc, contrairement aux virus gastro-intestinaux d'origine alimentaire, comme le norovirus, l'hépatite A, qui rendent souvent les gens malades par le biais d'aliments contaminés, le virus du COVID-19 est un virus qui provoque des maladies respiratoires. Donc, l'exposition à ce virus par voie alimentaire n'est pas connue comme étant, pour le moment en tout cas, une voie de transmission. On sait aussi que le virus, il est sensible aux températures de cuisson. Donc, d'après des données, le traitement thermique à 63 degrés pendant 4 minutes, il peut réduire la contamination d'un produit alimentaire d'un facteur de 10 000. Bien que je dirais que l'aliment n'est pas pour le moment considéré comme un facteur de risque majeur, la surface de l'aliment, lorsqu'on va faire notre épicerie, si elle est touchée par plusieurs personnes, peut être par le contact de ce produit alimentaire, ça peut être un facteur de contamination juste par le toucher. Si après aussi on touche notre bouche, notre nez, nos yeux. Donc, faites attention aussi lorsque vous faites votre épicerie de bien laver surtout les fruits et les légumes frais. Pour ça, donc, je dirais respectez les bonnes pratiques de cuisson de vos produits, surtout prêts à manger, respectez les bonnes pratiques d'hygiène et de production. C'est sûr que pour ceux qui ont un procédé automatisé, ils sont à moindre risque. Comment distancer les employés? C'est une question qui revient souvent. Ça peut être physiquement, donc par la distance, mais aussi
vous pouvez séparer physiquement, donc mettre une barrière physique entre les employés si ce n'est pas possible de garder une distance acceptable. Les séparer aussi dans le temps, donc ça peut être une bonne solution. Changer et créer de nouveaux quarts de travail, étaler les quarts de travail avec un nombre moins élevé d'employés par quart de travail, éviter le croisement de différentes équipes, surtout si par exemple vous avez dans une équipe un cas qui est confirmé, si vous évitez le croisement des différentes équipes, vous préservez l'autre équipe. Et comment se préparer maintenant à l'absentéisme, c'est évident qu'on va avoir un absentéisme des ressources humaines. Donc, prévoir ou revoir la liste de substituts du personnel pour les tâches clés, comme par exemple le contrôle des CCP, la surveillance des CCP, etc. Si vous n'avez pas assez de ressources, formez-les dès maintenant. Préparer un plan d'action dès maintenant et définir aussi les responsabilités suite à des situations très probables. Par exemple, un employé qui s'absente et qui est confirmé, qui est vraiment contaminé par le COVID-19. Un employé qui tombe malade sur site, il ne se sent pas bien, il fait de la fièvre. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous gérez ça? Il faut déjà définir ça. Donc, la première des choses, c'est vraiment l'isoler par rapport aux autres employés. Si vous avez une pièce que vous pouvez isoler un employé qui tombe malade, ça serait bien. Mais tout juste après, il faut donc arrêter momentanément la production, désinfecter toutes les zones, s'assurer avant de reprendre les opérations que vous avez fait un bon nettoyage, que vous n'avez rien laissé qui peut provoquer donc une contamination et plus précisément par rapport à des fluides corporels. Aussi, s'il y a un employé qui ne tombe pas malade sur site mais qui s'absente, essayez de savoir est-ce que c'est du coronavirus ou il s'absente parce qu'il est malade pour une autre raison. Les employés qui tombent malades, qu'après ils se sentent bien, et qui veulent revenir à l'emploi, assurez-vous de leur bonne santé, qu'il n'y a plus de risque de contaminer les autres avant de les accepter. Planifier et se préparer au recrutement aussi de remplaçants en plein pic d'épidémie. Au Québec, généralement, on a déjà un manque de ressources humaines. Là, dans le cas de cette pandémie, peut-être penser aux personnes qui ont perdu leur emploi. C'est ce que j'ai vu, par exemple, en France pour la collecte des fruits et légumes. Je sais qu'au Québec aussi, on pense à ça. Ça peut être une très bonne idée parce que ces personnes-là, après, ils vont revenir chez eux, ils vont rentrer chez eux, alors qu'avec des employés temporaires étrangers, ils vont, quand ils terminent leur travail, normalement, ils vont être tous ensemble dans un appartement ou quelque chose comme ça. Et donc, s'il y a un qui tombe malade, il y a un grand risque qu'il va contaminer les autres. Puis, il va y avoir besoin d'autres employés de s'occuper de lui. Mais c'est sûr que je comprends très bien aussi pour certaines filières, ils n'ont pas le choix aussi d'avoir des employés étrangers. Et face aux difficultés, si vous ne pouvez pas, s'il y a des décisions difficiles à prendre, il faut les communiquer, savoir les communiquer aux employés et les tenir de toute façon en continu informés. Et voir la possibilité aussi d'accords communs entre les deux, s'il y a une diminution de travail, voir la prise de congés payants lors de cette période ou l'utilisation de banques de congés de maladie. En cas d'arrêt de travail temporaire ou permanent aussi, vous pouvez orienter les employés aux services de financement accessibles. Alors, dans tout ça, comment maintenir la confiance des clients dans le contexte d'une pandémie? C'est surtout par la communication et l'engagement. Communiquer avec vos clients sur les mesures que vous avez mises en place face au COVID-19, particulièrement les bonnes pratiques et les défis que vous faites face. Privilégier une communication continue aussi et transparente tout au long de la pandémie. Respecter les exigences de vos clients de point de vue sécurité alimentaire et qualité. Essayez de faire
c'est sûr, salubrité alimentaire, vous n'avez pas le choix de respecter toutes les exigences. Préservez aussi la réputation de votre marque et la marque de votre client. C'est sûr qu'en période de crise, on va prendre des décisions à court terme, mais pensez à long terme aussi. Évaluer en continu, je dirais aussi, la demande du client pour répondre d'une manière réaliste. Ne pas s'engager alors qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Essayez au maximum de vous engager sur ce que vous pouvez faire selon vos capacités et risques opérationnels. Tenez compte de vos risques opérationnels, tenez compte de l'évolution rapide des choses. Informez aussi vos clients lorsque une ou des exigences de votre client ne pourront pas être respectées. Je ne parle pas bien sûr de la salubrité alimentaire, mais s'il y a un emballage bien défini, par exemple, qui est une exigence client et que vous avez une rupture de stock par rapport à ça, peut-être poser la question à vos clients si oui ou non vous pouvez changer ou pas. Et avoir toujours, j'insiste sur ça, le focus sur des produits alimentaires salubres parce que vous évitez comme ça une gestion d'une autre crise, un rappel ou un retrait de produits alimentaires. Après la crise, alors en conclusion, après la crise, c'est sûr que tout le monde va apprendre parce que tout le monde ne sait pas beaucoup de choses maintenant. On est en temps présent, mais après la crise, il faut qu'on revoie l'efficacité de notre efficacité de gestion de crise, réfléchir, mettre peut-être un plan d'action préventif à long terme par rapport aux contaminations virales, revoir peut-être un programme de surveillance environnementale parce qu'il ne faut pas se voiler. Il se peut très bien qu'on ait d'autres cas, d'autres vagues. Il se peut que ça se reproduise, alors il faut qu'on soit peut-être plus prêt dans le futur que maintenant. Automatiser peut-être plus vos opérations, s'approvisionner plus local et peut-être que aussi cette pandémie va avoir un impact sur les consommateurs, sur nous consommateurs, sur aussi les détaillants qui vont promouvoir plus des produits locaux. Les consommateurs, c'est sûr que les générations, les jeunes, ils vont être marqués par cette crise que nous avons actuellement et on voit déjà des habitudes, d'autres comportements s'installer comme l'achat par voie électronique, etc. Donc, repenser après la crise de comment tirer profit de cette crise qu'on va passer, j'espère. Il ne faut pas paniquer, il faut être prudent, ça c'est sûr, mais il ne faut pas paniquer. On a besoin de vous comme industrie essentielle, vous offrez des services essentiels, on s'attend que vous continuez vos opérations pour nourrir notre communauté. Je finis par vous remercier pour votre participation. Il y a plusieurs ressources disponibles comme le site officiel du gouvernement du Québec, l'Organisation mondiale bien sûr de la santé, les centres pour le contrôle et la prévention des maladies, le MAPAC et aussi sur le site du Québec international, il y a plusieurs références que vous pouvez vous en inspirer. Le site aussi de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement et du travail en France. Donc, il y aura certainement aussi les semaines qui viennent de plus en plus d'articles scientifiques publiés qui peuvent nous aider encore plus. Merci pour votre attention. Alors, rebonjour à tous. Merci, Madame Bentabet, pour cette présentation. On a 20 minutes pour répondre à vos questions. On en a reçu quelques-unes là, via le chat. Je vous invite à continuer à le faire. On n'aura pas le temps de tout y répondre, mais comme je vous ai écrit tout à l'heure, on va vous faire parvenir le PDF de la présentation PowerPoint par courriel aujourd'hui. On va mettre en ligne aussi dans les prochains jours la vidéo du webinaire. Ça fait que vous allez pouvoir revoir le webinaire là, s'il vous manque des informations ainsi que le PowerPoint.
Je fais que continuer à poser les questions. On a une équipe qui traite tout ça, qui travaille avec moi là, en remote. Je commence par la première question. Aussi, il y a des collègues de Mme Bentabet qui sont en ligne, qui vont pouvoir répondre, notamment M. Blanici, qui se trouve être en France. Alors, la première question pour vous, comment réagir en cas d'employé confirmé positif au COVID-19? Sur site ou il a juste informé le site? C'est-à-dire, il s'est absenté ou il s'est senti pas bien sur site? En cas confirmé, mais comme il a travaillé dans l'usine Oui. ou dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire puisque ce qu'on pose comme question, c'est s'il y a un cas confirmé, est-ce qu'il faut mettre en quarantaine tous les collègues en contact? C'est quoi les répercussions d'avoir un employé, un collègue qui se trouve être contaminé? Il faut surtout il faut surtout on a besoin de communiquer s'il est vraiment confirmé. Il faut communiquer. Il faut voir avec qui il a travaillé, dans quelle équipe, et il faut communiquer ça aux autres employés parce qu'on doit les mettre au courant de ça. Et s'il y a des employés qui ont été vraiment beaucoup en contact et que vous n'avez pas déjà mis en place des mesures de distance, etc., peut-être que oui, il vaut mieux qu'ils soient en quarantaine. Il faut surtout nettoyer, désinfecter. Il faut aussi retirer tout ce qu'il a touché, les désinfecter avant de les remettre, son poste de travail, s'il a laissé, comme je l'ai dit au cours de la présentation, sa blouse, ses stylos, quelque chose comme ça. Il faut vraiment bien les retirer pour éviter tout ce qu'il a touché, possiblement. Il faut les retirer pour éviter une recontamination par d'autres employés. Et puis aussi continuer à avoir de ces nouvelles il peut y avoir, s'il y a d'autres employés qui sont malades, essayer de savoir, de désinfecter. Peut-être qu'il y a une zone que vous ne nettoyez pas et qui est la source, pas forcément le contact employé à employé, mais que peut-être les surfaces n'ont pas été nettoyées bien suite à ce premier cas. Peut-être, vous m'entendez? Oui. Voilà, Benoît Blangy de NSF Belgique. Voilà, peut-être la chose qui a été dite, c'est vraiment très important. Effectivement, je pense que communiquer préventivement et très tôt par rapport aux cas avérés dans une entreprise est important. Au niveau des santé publiques et autres, il n'y a pas de recommandations particulières. Et ça varie très fortement de pays en pays. Il faut savoir qu'en Belgique, par manque de moyens, entre guillemets, les tests sont réalisés pour dépistage que lorsque la personne a des difficultés respiratoires et est en demande d'urgence pour entrer à l'hôpital. Ce qui signifie qu'en fait, toutes les personnes qui ont été mises en contact de cette personne-là avant ne sont pas prises en compte, en tout cas dans l'industrie pour le moment. Voilà, donc c'était pas un petit peu, les pays asiatiques sont beaucoup plus loin et organisent des tests préventifs. On y arrive tout doucement sur la Belgique, la France et autres, mais il n'y a pas de recommandation particulière, a priori, d'isolement ou de fermeture de lignes de production suite à un cas avéré dans l'industrie. Juste par rapport à une question que j'ai vue passer sur le chat. D'accord, merci pour la réponse. Nous, on fera nos vérifications du côté de la santé publique et puis on vous répondra dans le document qui vous sera transmis. On poursuit avec les questions. En cas de doute de contamination, comment gérer la traçabilité des produits dans la chaîne d'approvisionnement? Parle-t-on de déclassement de l'eau, de procédure de rappel? Oui. Benoît, est-ce que tu veux toi répondre ou moi? J'ai envie, pour répondre à cette question aujourd'hui, j'ai plutôt envie
de faire un petit état des lieux de l'historique de contamination par des virus, que ce soit le Covid-19 aujourd'hui, les norovirus, les outbreaks de norovirus qui se déroulent en été dans les camps de vacances et des mouvements de jeunesse éventuellement, que ce soit des cas de l'hystéria ou autres. Il y a différents types de contamination possibles. La question du Covid, on sait que des virus type norovirus restent plusieurs heures sur des surfaces, voire plusieurs jours. Et une désinfection complète et une maîtrise de la désinfection est nécessaire avant de faire revenir des personnes sur site. Le Covid-19, on suspecte pour le moment, mais il n'y a pas de raison que le Covid-19 se comporte différemment que d'autres types de virus. Par contre, j'ai sûr, au niveau des industries, certains processus empêchent empêche tout type de contamination future sur la chaîne de production pour les consommateurs. Je pense notamment aux traitements thermiques. S'ils sont faits de façon adéquate à une température suffisante pendant un temps déterminé, vont vous garantir 100% de non-infection par la suite. On pense à l'alcool désinfectant à plus de 60-70 degrés, c'est la même chose. Maintenant, effectivement, au sein d'une même industrie, si vous prenez l'industrie du surgelé, par exemple, les légumes surgelés sont blanchis en général et donc sont exempts de type de contamination, mis à part cross-contamination après processus de blanchiment dans l'usine, ce qui signifie que beaucoup d'entreprises vont devoir revoir complètement leur processus et automatiser un maximum pour éviter un maximum de contact humain surface après de tels processus. Maintenant, au niveau de l'isolement de l'eau et autres, encore faudrait-il savoir si le virus survit dans l'eau. Alors, une solution chlorée pour les virus, c'est effectivement une solution. Maintenant, tous les processus ne passent pas par là non plus. Donc, moi, je n'ai pas de réponse aujourd'hui au niveau industriel sur des actions à prendre bien précises en cas de contamination de surface d'ingrédients d'origine éventuelle, voire d'eau utilisée pour le rinçage et autres en usine. Merci. Il y a Dominique Arsenault, qui est du MAPAC, qui est en ligne présentement. Alors, je voulais lui donner droit de parole pour pouvoir expliquer le cas chez Olimel, s'il vous plaît. Est-ce que tu m'entends? Bonjour, Dominique. Est-ce que tu m'entends? Je ne sais pas si ça va être possible. Julie? Bonjour, Dominique, on t'entend. OK. En fait, je ne connais pas le cas précis chez Olimel. Il y a des gens là, qui... je ne sais pas si les gens ont publié, mais c'est parce qu'on fait une revue de presse à chaque jour. Puis, dans le fond, j'ai lu dans un article du journal La Presse que tout le monde peut trouver en ligne. Ce qui s'est passé chez Olimel, c'était pas... Il n'y avait pas beaucoup de détails, mais... on voyait que cette personne-là avait été retirée. En fait, elle avait travaillé la semaine passée. La dernière journée qu'elle avait travaillé, je pense que c'était le 21 mars. Puis, il semblerait pas, en tout cas dans l'article, on ne dit pas que les autres personnes ont été retirées de la chaîne qui travaillait avec elle, mais on sait que dans ces usines-là, il y a beaucoup de protection personnelle. Puis, ils ont quand même des hauts standards là, au niveau de l'hygiène, la salubrité. Ils ont peut-être... décider, eux, qui ne retireraient pas, mais je n'ai pas les détails de l'entreprise là, personnellement, mais je peux m'informer avec une collègue qui est plus en transformation des viandes, parce que moi, je suis plus en transformation des produits laitiers. Là. Mais je peux aller voir puis informer votre équipe, là, voir ce qui s'est passé avec les autres employés, mais j'ose imaginer que c'est du cas par cas. Mm-hmm. OK. Parfait, merci beaucoup. On poursuit avec une question. Le froid élimine-t-il le virus? On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises nécessairement qui travaillent dans le froid. Là, on voulait voir jusqu'à quel point ça pourrait éliminer ou réduire la propagation ou de quelle façon vous pouvez répondre à cette question, s'il vous plaît.
Oui. D'après ce que j'ai vu, il y a eu des études sur d'autres coronavirus par rapport à la résistance du virus au froid, mais pas forcément au virus du COVID-19. Par contre, les autres études qui ont été faites sur d'autres coronavirus montrent qu'il peut résister à des températures de réfrigération. Et le fait qu'il se propage aussi en plein hiver et avec des climats très différents, j'imagine que ce virus-là s'adapte très bien. Et je pense qu'à température de réfrigération ou peut-être même à des températures de congélation, il peut rester viable. Oui, je confirme effectivement. En fait, le Covid ou tous les autres sont des virus et les virus se comportent en général de la même manière. Le manque de recul aujourd'hui par rapport à une situation qui permette de confirmer combien de temps reste le coronavirus sur tel type de surface ou tel autre n'est pas encore tout à fait définitif, mais à la fin, probablement qu'on arrivera aux mêmes conclusions que pour un norovirus ou un autre type de virus qui a été sujet à créer des crises dans le passé. À savoir encore une fois que la température de surgélation pour tout ce qui est industrie IQF ne permet pas de détruire le virus. Alors, certains vont mettre même des dates de 2 ans de surgélation. Alors, j'ai envie de dire 2 ans, 3 ans ou 1 an et demi. Je ne pense pas que ça change grand-chose pour la survie d'un virus à moins 24 ou moins 15 degrés. Par contre, une chose est sûre, c'est que toutes les industries, et ça c'est pour les futures crises éventuelles, qui auront un processus thermique adéquat, auront une certaine garantie quant à la non-contamination ou la désactivation de virus qui viendraient d'une intégration verticale de fruits, légumes ou autres qui seraient sourcés d'un autre pays. Ça c'est avéré, que ce soit pour des virus, que ce soit pour l'hépatite A ou pour tout type de contamination alimentaire via l'eau ou via des produits. Les processus thermiques seront un des facteurs clés pour des industries qui pourraient qui voudraient se mettre en avant au niveau d'un certain degré de confiance par rapport aux retailers et aux consommateurs finaux. Parfait, merci. Il a été ajouté dans le fil de discussion là, le guide des bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité alimentaire du MAPAC. Alors, je vous invite à le consulter pour avoir plus de détails là-dessus. On continue avec les questions. On pose ici, il y a un gros risque réputationnel si on sait publiquement qu'il y a eu un employé qui a été positif. Qu'est-ce que vous conseillez en matière de communication? La transparence. Je pense la transparence et je pense qu'il n'y a aucune industrie alimentaire de toute façon qui va être épargnée par ça. Par contre, pour la réputation de la compagnie, si elle a mis toutes les mesures, si elle a suivi les directives qu'ils nous ont données, elle ne va rien risquer par rapport à sa réputation parce que c'est quelque chose qu'on vit pour la première fois et que toutes les compagnies, de toute façon, plus ou moins, elles vont être touchées. Mais la transparence dans la communication, la réaction, la mise en place des actions, c'est ça qui va protéger aussi la réputation. Mm-hmm. Oui, je pense que comme dans toute gestion de crise, quelle qu'elle soit, la transparence dans la communication, aussi bien interne que externe, et de façon très tôt et de façon régulière est primordiale. Si vous avez un souci quel qu'il soit et que vous attendez 1 semaine ou 2 avant de communiquer, vous allez à un moment donné vous faire rattraper par soit les agences alimentaires, soit les réseaux sociaux, soit un employé interne qui dénoncera de certaines pratiques. Donc, de toute façon, la transparence proactive est clé dans tout type de communication. Merci. Actuellement, on sait qu'une des façons de ralentir ou en fait c'est de porter un masque pour les employés. On sait même qu'en Chine, dans certaines entreprises, certaines usines, le masque est changé à tous les 3 heures chez les employés.
Maintenant, on voudrait savoir ici, là, est-ce que porter un masque, c'est une bonne façon de rassurer les gens dans un premier temps, puis de contrer, de ralentir la propagation. Et puis, on a une problématique associée à ça, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de masques beaucoup disponibles. Est-ce que vous connaissez des fournisseurs sur lesquels les gens pourraient acheter des masques, puisque ça devient un problème à ce niveau-là? Merci, Julie. Mon opinion sur les masques est assez mitigée, dans le sens où, pour le moment, l'Organisation mondiale de la santé ne recommande pas vraiment de porter des masques. Il n'y a pas de recommandation spécifique en fait pour l'industrie alimentaire, pour les manipulateurs. Ceci dit, peut-être que c'est un bon outil de se protéger pour ne pas projeter les gouttelettes contaminées d'un employé qui ne sait pas qui est contaminé, et de rassurer aussi les employés, comme c'est dit dans la question. Par contre, il faut gérer ces masques. Il faut bien les gérer parce qu'il faut s'assurer qu'ils sont bien mis, que les employés, quand ils vont les enlever, ils vont toucher forcément leur visage. Est-ce qu'ils se sont lavés les mains ou pas? Et aussi, on ne voudrait pas avoir des masques partout, dans les casiers, dans les cafétérias. Il faut que quand tu changes les masques, il faut vraiment les jeter à la poubelle, et surtout si l'employé a éternué ou quelque chose comme ça. Alors ça, c'est une nouvelle pratique pour les employés. On sait tous que parfois c'est un peu difficile de mettre cette routine-là. Il ne faut pas que, par exemple, le masque, on le retrouve à leur poche ou quelque chose comme ça, ou qu'ils le remettent. Il faut que ça soit bien mis. À date, moi, les recommandations que j'ai vues, c'est plus pour les personnes de soins, et plus pour les personnes qui se savent qui sont contaminées. Mais pour les industries alimentaires, je n'ai pas vu de recommandations spécifiques par rapport à ça. Peut-être pour les compagnies qui n'arrivent pas à laisser une distance suffisante entre les employés, ça peut être une bonne pratique. Je sais qu'il y a des employés qui ont pris déjà cette mesure. En tout cas, il faut aussi s'assurer que le masque n'est pas troué avant de le mettre, etc. Il faut former les employés aussi à ça et gérer en fait ces masques. Et se poser la question si, lorsqu'ils vont enlever ou mettre, ils ne risquent pas de se contaminer en touchant le visage. Parfait, merci. On pose une question complémentaire à la précédente. Est-ce qu'un lot ayant été en contact avec des employés au début de la chaîne qui a été affecté par le virus, mais que ces lots subissent un traitement thermique supérieur à 70 degrés par la suite, est-ce que la température d'inactivation est-ce que ça peut, ce rappel doit être envisagé, ou que le risque reste faible? C'est-à-dire, est-ce que s'il y a des traitements qui sont faits sur le matériel, ils peuvent être réutilisés en bout de ligne? C'est ça un peu la question. Oui. Alors, je vais répondre à cette question en sachant encore une fois que sur le COVID-19, on n'a pas aujourd'hui suffisamment d'études scientifiques qui permettent de garantir que 70 degrés est la température de destruction ou d'inactivation du virus. A priori, ce qu'il semble se confirmer, c'est que le COVID-19 réagit de la même manière que n'importe quel autre type de virus, type coronavirus. Donc, ça, c'est quelque chose qui se confirme et qui se confirmera probablement dans les mois qui viennent de plus en plus en fonction des différentes études qui sont réalisées dans les différents pays. Aujourd'hui, affirmer que 70 degrés a tué le COVID-19, je ne peux pas le faire. Je pense que personne ne peut le faire, c'est encore trop tôt. De là à organiser un retrait-rappel sur le produit, je pense que c'est un petit peu exagéré. Pour info, la situation européenne, pour revenir sur les masques et autres, les masques sont réservés au corps médical uniquement, et les masques servent à protéger des personnes qui sont non infectées, et les masques sont utilisés par les personnes infectées. Donc, dans l'industrie alimentaire, on ne les utilise pas. Et l'industrie alimentaire, a priori, n'est pas arrêtée puisqu'elle est considérée comme une industrie vitale pour les gens qui sont confinés à domicile depuis quelques semaines et encore pendant quelques semaines.
Donc, si pour un risque éventuel, avec un traitement thermique qui semble atténuer tout risque pour tout autre type de virus, on fait des retraits-rappels, eh bien, la question qui reste pour moi ouverte, c'est qu'est-ce qui restera de l'industrie alimentaire pour nourrir la population durant les mois de confinement à suivre. Donc, je ne sais pas répondre à la question, je peux simplement émettre un feeling et un avis par rapport aux Merci pour autres virus. la réponse. Une dernière question pour vous, là, Alvina, un cas positif dans l'établissement, dans un établissement, qui devrions-nous contacter à la CIA pour les aviser? Est-ce que... Je pense qu'il faut aviser plus les Santé Canada ou aussi un médecin, mais je pense qu'il y a un numéro pour s'informer au Québec. Je ne sais pas si je n'ai pas fait attention si la CIA a mis un numéro spécifique pour le COVID-19. Pour ça, je ne suis pas sûre. C'est plus On va contacter. pouvoir le mettre dans le document qu'on va faire parvenir à tous. Fait que, alors, je pense qu'on va, il est présentement 12h06. Je vous remercie pour votre participation à tous. Fait qu'en terminant, je pourrais vous dire que les quatre créneaux et Québec international, là, on est là pour vous appuyer. Vous pouvez compter sur nous. Prenez soin de vous. Puis au plaisir de se revoir ou se rencontrer bientôt. Fait que merci à tous pour votre participation. Merci, Julie. On vous fait parvenir le document dans la journée.